Je me suis trompé de bouton. Oh, merde. C'est pas grave. C'est bon. Et maintenant... Ok, c'était un faux départ et maintenant c'est bon. On y va, Vas-y. c'est parti, place à l'action. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de La Grange. Salut Manu, comment ça va ? Salut, bien toi? Bah écoute, ouais, ça va. Alors on est désolé, on a eu un petit peu de retard. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui attendaient fébrilement l'épisode de la semaine dernière. Voilà, on a eu un petit peu de retard à publier le nouvel épisode qu'on voulait faire. Mais du coup, on est là, voilà, pour un nouvel épisode, toujours sur une critique de film que vous pouvez découvrir en podcast, sur tous les agrégateurs de podcasts, que ce soit des critiques de films ou des critiques de séries, ou alors des sujets. On est encore en train de travailler sur un grand thème principal qu'on va faire pour une émission spéciale. Ouais, tout à fait. Et aussi, on change un petit peu. Ah non, j'ai l'impression de redire qu'on change de format. Mais on change un petit peu, puisque là, on filme plus les émissions quotidiennes. Ouais, on se dit que le studio, on va vraiment le garder pour Pour les spéciales. Quand on a les spéciales, quand on aura du Avec monde, des invités, etc. C'est peut-être plus justifié que toujours voir forcément. Il n'y a que nos tronches, donc finalement, au bout du compte, ça nous fait plus de boulot pour pas. Sans que ça vaille trop la peine. C'est vrai que c'est moins pertinent, surtout que, oui, comme tu dis, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on dit. C'est ça. En tout cas, on essaye d'être intéressant. Ouais. Voilà. Après, on peut pas plaire à tout le monde. C'est déjà pas d'un très haut niveau, donc. Ouais, alors des fois, ça vole bas. Et on sait pas si ça va voler haut, mais en tout cas, le sujet, lui, il vole un peu plus haut que ce qu'on dit d'habitude, puisqu'on va s'attaquer à une série, cette fois, une série sur Netflix. On va parler de Dahmer. Vous êtes comme ma mère. Toujours à me balancer alors que j'ai rien fait de mal. Je vous ai appelé pendant des mois. C'est trop tard. Vous êtes venu trop tard. Non, mon Dieu. Ding, 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 ding. Alors, donc, Dahmer, série sur Netflix qui retrace en fait l'histoire de ce véritable tueur en série, Jeffrey Dahmer, qui avait défrayé la chronique sur une série de meurtres de 12 personnes, en fait, assez odieux. Et qui avait en fait, c'était des meurtres carrément cannibales en fait. C'est ce qui avait vraiment choqué les gens à cette époque-là, dans les années. En fait, c'était une série de meurtres perpétrés entre les années fin 70 jusqu'aux années 90. Il y a un truc comme ça pour couvrir un petit peu la période dans laquelle ça se passe. Surtout 80-90, je crois. 80-90. Et du coup, donc, on suit donc en une saison de 10 épisodes. En fait, on suit du coup l'histoire de Jeffrey Dahmer. En fait, du coup, on retrace pas mal en fait l'histoire de sa vie, ce qui l'a amené en fait à être ce meurtrier. Il y a aussi de l'après aussi, tout ce qui gravite autour de cet événement. Ouais. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas traiter d'une série sur Netflix. En fait, en ce moment, les séries serial killer, il y en a pas mal. C'est vrai que c'est pas ce qui manque sur Netflix là. Et du coup, toi, alors du coup, pourquoi avoir choisi Dahmer ? Bon, alors moi, mais je l'ai déjà dit, j'adore c'est vrai que j'aime bien les films ou les documentaires qui parlent des serial killers. Et je suis servi avec Netflix puisque, à mon avis, ça cartonne souvent, donc ils en reproduisent à chaque fois. Et ils en mettent, que ce soit des fictions ou même des documentaires, parfois même des documentaires qui retracent la vie du même personnage que tu as vu dans la série. C'est vrai que ça fleurit pas mal sur Netflix. Ouais, il y a beaucoup de documentaires qui sont, je pense, qui sont peut-être arrivés après Mindhunter, le succès de Mindhunter. Et du coup, ils ont un peu flairé le filon et puis ils ont proposé, mais en même temps, ils ont proposé plein de documentaires, mais qui sont pour la plupart vraiment trop bien, quoi. Séries documentaires, donc ils prennent le temps d'expliquer, et puis pour autant qu'on soit intéressé par la psychologie humaine et puis le côté tordu de l'âme de certaines personnes et tout, et souvent c'est hyper intéressant. Oui, c'est vrai. Et c'est ce qui fait le succès aussi de ces séries, c'est qu'elles il y a eu une vague de séries de serial killers, mais avec une approche assez réaliste documentaire, là où peut-être à une époque avant, on en faisait plus des fantasmes de films d'horreur et de slashers, au sens vraiment très viscéral, visuel. Et là, depuis ces derniers temps, effectivement, et ça, il y a un petit peu David Fincher, qui est une de ces personnes qui ont amené ça, en fait, une grosse influence de Fincher dans l'approche assez réaliste, assez scientifique, assez psychologique des serial killers. Faut dire que Fincher, il y a eu Seven, il y a eu Zodiac, et puis après il y a eu Mindhunter.
Et même dans un petit peu aussi, alors c'est un petit poil différent, mais dans l'ambiance, tu retrouves un peu ça aussi dans. J'ai oublié le titre du film, avec Ben Affleck et puis sa femme là qui disparaît du jour au lendemain et puis. Ah ouais. Ah bah tiens, je me rappelle plus non plus. C'est fou, hein. Et pourtant. Mais bon, on part déjà sur Fincher. Là. On part déjà sur Fincher, mais c'est vrai que voilà. Donc il a pour résumer, donc on est sur une ambiance déjà de cette série qui se veut assez sobre et assez réaliste, et je crois que c'est ça qu'on a plutôt bien aimé en fait dans cette série. Bah franchement, moi j'ai adoré cette série. Et effectivement, je me demandais qu'est-ce qui faisait que j'ai autant accroché, mis à part le sujet. Mais il y a le traitement, il y a la manière que c'est fait. Et c'est vrai que, en fait, il y a une sorte de touche très. Comment dire. On t'expose les faits d'une manière assez sobre, sans fioriture, sobriété, on n'en fait pas des caisses. On est vraiment immergé, en fait, alors qu'il aurait pu y avoir. Une façon déjà ultra exacerbée ou vraiment plus. Surtout que on l'a pas dit, donc c'est Ryan Murphy qui fait la série, oui. qui est scénariste et producteur. Qui est déjà un habitué déjà des serial killers ou de l'horreur. De l'horreur, ouais. Puisqu'il avait fait American Horror Story, et puis avant, il avait fait. Alors il y a longtemps, il y a Nip Tuck, enfin il est très connu. Il a fait American Crime Story, il a fait Glee, il a fait. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire, Hollywood. Il a fait du Hollywood récemment aussi, il a fait plein de trucs sur Netflix et beaucoup de choses hyper connues. D'ailleurs, il en fait encore une de série, il a The Watcher aussi, sur Netflix, exactement. Donc très prolifique en ce moment, Ryan Murphy. Mais c'est vrai que souvent, on le connaît pas forcément. Enfin, par exemple, American Horror Story, c'est pas du tout pour donner un peu un ordre d'idée. Dahmer, ça n'a rien à voir avec American Horror Story dans le traitement et ce côté réaliste parce que l'histoire est vraie, mais en même temps il y a un côté vraiment en retrait. Ils se mettent, que ce soit la mise en scène, la musique, se met en retrait derrière le sujet et garde vraiment, va à l'os quoi, au côté les acteurs sont excellents, pas besoin de fioritures, pas besoin de rajouter des choses, et quitte même à arriver à mettre les meurtres finalement hors champ, puisque pour la plupart on les voit pas, voire on les voit très peu, voire on voit avant. Oui, le côté choquant et peut-être graphique et très visuel des meurtres, c'est pas ça qui est intéressant en tout cas. En tout cas, c'est pas ça qu'il va essayer de chercher à montrer. Il va plus aller vraiment développer en fait toute la psychologie du personnage, ce qui a pu l'amener, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vit de flashbacks à chaque épisode, du coup sur la jeunesse du personnage, pour essayer d'aller choper en fait d'où lui est venue en fait cette manie en fait de vouloir tuer, cette soif de sang aussi. Et moi, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette série. Alors, comme on l'a dit, par cette sobriété, mais c'est aussi, il soulève en fait, comme beaucoup de ces séries en fait de serial killers qui vont chercher à avoir des réponses psychologiques ou scientifiques, c'est qu'on essaye de savoir comment, qui ou quoi a créé ces monstres en fait. Et je trouve que là, dans celui-là, il y a vraiment une réflexion très société, mais à tous les niveaux de l'échelle de la société, au niveau des parents, au niveau de la justice, au niveau de la religion. C'est ça qui est vraiment excellent, je trouve aussi, c'est que ça brasse large. Ça prend comme point de départ un gars, un pauvre type, un paumé complet qui progressivement se retire, on va dire, de la société, et à cause de la famille, à cause des choses qu'on découvre à l'école, dans son passé, etc. Oui, chaque interaction sociale qu'il a eue, c'est ça. Et on voit c'est pas facile, des amis qu'il a essayé de se faire rejeter, Après, je trouve que ce qui est original aussi, c'est que c'est pas... par exemple, beaucoup de serial killers sont comme ça parce qu'ils ont été martyrisés, violés dans leur enfance, des choses complètement horribles, genre forcés à regarder... sa mère coucher avec des clients, etc. Enfin, des choses vraiment qui sont horribles et hyper traumatisantes. Là, pour le coup, bien qu'il n'ait pas eu parce que, il y a quand même le conflit de ses parents, etc., le divorce, mais mine de rien, personne ne lui a fait tant de mal que ça. Et il y a ce côté un peu, un peu original par rapport à son passé qui, en fait, c'est plutôt des petits détails qui lui arrivaient par le passé, par exemple, qui s'amusait avec son père à ramasser les animaux morts, et ensuite les disséquer, les ramasser au bord de la route. Du coup, ce qui amène sa fascination pour les entrailles, parce qu'on le dit, pour ceux qui débarquent maintenant, le personnage, c'est vrai que non seulement tue ses victimes,
Mais non seulement il les démembre en fait, il les met dans de l'acide pour récupérer les os. Il a tout un rituel derrière très morbide, très très macabre. Et puis même de là à boire le sang et puis même à manger carrément en fait les organes, dont le cœur. Donc ça va vraiment au-delà du simple crime passionnel qu'on pourrait voir, ou alors c'est vraiment tordu à ce niveau-là. Et effectivement, comme tu dis, le fait de disséquer les animaux, on l'apprend effectivement, et même un psychologue qui lui dit que voilà, en tout cas, il souffre d'un symptôme, en tout cas, qu'il est attiré par les objets. Il est excité sexuellement par l'intérieur d'un corps. Par l'intérieur d'un corps, le côté apparemment, luisant, ça existe, et apparemment, c'est un symptôme qui existe. Ouais. D'où l'approche, encore une fois, scientifique. Voilà, dans ce genre de série, il y a une approche scientifique, une approche psychologique. Ouais, et puis, évidemment, donc ça essaye de comprendre comment on devient un tueur, quoi, un serial killer. Et ces petits éléments tentent de nous dire, voilà, est-ce que ce serait ça ? Est-ce que ce serait parce qu'il a été récupérer des animaux morts avec son père que ensuite il a nourri la fascination ? Est-ce que c'est parce que ses parents le laissaient tout seul et puis qu'ils étaient tout le temps en conflit et puis qu'ils n'étaient pas là, etc. Donc ils l'ont laissé seul parce que, en fait, quand tu dis comme ça, oui, il boit, par exemple, il mange ses victimes, etc. Je trouve que, en fait, il y a un côté où on s'imagine Hannibal Lecter, on s'imagine un gars hyper réfléchi et puis tu sais, vraiment un tueur classe. En vrai, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça se rapproche de la réalité puisque c'est vraiment un pauvre type manière de dire, mais qui progressivement rentre, déjà il devient alcoolique, etc. Et donc tout ça c'est simplement des petits éléments de la vie qui font que t'as l'impression qu'il se réfugie, qu'il est seul, et puis des fois tu le vois un petit peu comme limite des soins palliatifs à ses manques qu'il a, à ses échecs qu'il a dans la vie, en fait. T'as l'impression que c'est son seul refuge. Et c'est là qu'en fait, et je trouve que c'est bien amené dans la série, c'est que chaque épisode et puis chaque scène qui se passe, alors tu pourrais se dire, oh là là, on va encore revivre l'enfance, le pourquoi du comment, mais c'est important, et c'est important de s'attarder sur tous ces éléments de développement liés à son enfance, son adolescence, pour vraiment. Et quand tu vois que tout ça est développé dans ces épisodes, je trouve que ça marche bien, ça fait bien le lien en fait avec ce qu'il est. Je dis pas que ça va forcément apporter une explication en fait à ses penchants et à ses vices, parce que je trouve que là, ce qui est intéressant dans la série, c'est que outre le fait qu'on sent que Ryan Murphy appuie du doigt qu'il y a quand même une responsabilité de la société quand même vis-à-vis des gens, une responsabilité quand même des parents, il y a ça, mais je trouve qu'il maintient quand même, il y a ce petite part de mystère, on sait pas d'où ça vient aussi. Il y a ce doute. Bien sûr. Il y a les conditions, il y a là où il a été conditionné par ses expériences de la vie. Et là, on voit qu'on a une remise en question, tu vois, on s'impose une remise en question de nos sociétés, de nos comportements, de la façon dont on fonctionne, de la morale, etc. Mais il y a aussi le petit truc qui fait que ça en fait des personnages uniques, entre guillemets, mais en tout cas, qui ont cette démarche assez spéciale, et ça, c'est assez bien retranscrit, quoi, ce petit mystère. Totalement. Le truc c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est pas justement, ce serait un peu bête de dire voilà, ce serait bête d'appuyer sur un élément qui prouverait à dire que c'est à cause de ça qu'il est devenu un serial killer. Oui, ça serait un peu bateau. Plein d'autres personnes ont certainement vécu exactement ce qu'il a fait, enfin ce qu'il a vécu, sans pour autant devenir un tueur en série. Oui, oui, c'est ça. C'est comme ceux qui se font maltraiter dans leur enfance. Qui pour certains deviennent soit ils répètent ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vécu, soit ils deviennent des tueurs ou comme ça. Heureusement que 99% des gens ne le deviennent on passe pas la barrière, effectivement, on n'est pas de l'autre côté du miroir, c'est clair. Donc voilà, mais pour dire que oui, il y a un espèce de doute comme ça, et puis il y a tu disais, ça brasse plein de choses, donc ça brasse quand même mine de rien, ça brasse déjà c'est politique, puisque un des gros trucs qu'on voit dès le départ, d'ailleurs, j'ai revu le premier épisode parce que en fait le premier épisode c'est assez hallucinant à quel point il fonctionne bien. Moi j'ai été choqué, tout de suite dès le début. Mais choqué sans trop savoir pourquoi, parce que c'est pas vraiment graphique, etc. C'est plus, en fait, on est pendant presque tout l'épisode dans l'appartement avec une de ses victimes qui finalement va réussir à s'échapper, à lui échapper. On le dit, il va s'échapper, et puis après, grâce à ça, il va se faire arrêter. Mais on devrait presque pas le dire tellement la tension, elle est immense de savoir est-ce que les policiers vont passer à côté de ça, ou est-ce qu'ils vont...
Est-ce qu'ils vont tu soulèves le rôle de la police. Qui soulève encore une fois toutes les questions politiques, les questions raciales. Parce qu'en fait, c'est dans les années 80, donc la police, encore plus à l'époque. Là, en tout cas, comme elle est montrée, je veux dire, la police américaine, voilà quoi. Sitôt qu'il s'agit d'homosexuels et en plus noirs, circuler, il y a rien à voir, quoi. C'est ça. Ils s'en foutent un peu. Par contre, quand t'as une personne blanche qui porte plainte pour une connerie. Oui, là, elle est tout de suite prise. Là, elle est tout de suite prise en charge. Suivez-moi, allez au poste, et ça se retrouve devant le juge. Donc là, c'est important, il faut se bouger. Mais c'est vrai que c'est intéressant quand tu dis que ça échappe à tout, et que ça coche toutes les cases en fait des échecs. Moi, je trouve que cette série, elle met vraiment bien en image les échecs à tous les niveaux. Et c'est ça qui est assez fascinant et même touchant par moments. Je pense justement à l'échec des parents, tu vois, face à leur enfant. Alors bien sûr, il te démontre le côté un peu vraiment assez instable en fait du cocon familial dans lequel il a vécu à travers un père qui était jamais vraiment là, qui était très colérique, les parents s'engueulaient tout le temps, la mère qui se goinfrait de cachet, qui était complètement aussi à l'ouest, qui avait des problèmes psychologiques. Donc il y avait ça. Mais après, il y a l'après, il y a sachant le fait que regardez ce que notre fils il a fait ça. Ou alors notre fils, même avant qu'il commence à passer aux actes et puis à être connu pour ça, il a essayé même des fois de se confier ou même d'essayer de parler, de se dire ce qu'il est, ce qu'il ressent, ce qu'il éprouve. Et puis il y a les parents n'arrivent pas à l'écouter, ne veulent même pas en fait. Il y a cette scène qui est juste moi que j'ai trouvé très touchante où ils sont dans un restaurant avec le restaurant avec son père et puis sa belle-mère parce que du coup les parents sont séparés, ils ont refait leur vie. Et puis tu sens que là, il y a un petit crochet qui peut le faire sortir de l'eau, comme il y en a beaucoup dans la série, et c'est ça qui est génial, tu vois, des crochets qui peuvent le faire sortir de cette merde en fait, et de ce qu'il pourrait devenir. Comme là, tu sens qu'il est même au bord des larmes. Il a envie d'en parler, ouais. Et puis le père, il est là, tu le vois sur sa gueule, oh putain, qu'est-ce qu'il va encore me dire ? Non, mais j'ai pas envie de... Ah, tu sais quoi ? J'ai la solution, ça va être ça. Il l'esquive totalement, et puis et ça, des bouts comme ça. Mais ça te montre des choses que, en fait, c'est là où c'est fort. Pour un film, une série te prenne comme ça, il faut que ça raconte quelque chose qui te paraît plausible, quoi, et qui, en fait, qui te parle. Et ce genre de situation, mine de rien, ça peut parler à tout le monde, ça peut parler à tous les parents. Parce que tout le monde peut se retrouver dans cette situation. De se demander à quel point, soit t'écoutes ton enfant, ou simplement, si t'es à l'écoute, ou si tu le soutiens, ou même, piste intéressante qu'on découvre un peu plus à la fin, parce qu'on l'a pas dit, mais le père, il est magistral dans le rôle. Ah oui, très bluffant jeu d'acteur, et puis franchement touchant à tous les niveaux. Très touchant, et tu t'es trop compatissant, et en même temps, typiquement à la fin, tu vois, parce qu'en fait, lui, il est comme le spectateur, il essaie de comprendre qu'est-ce qui a pu déclencher ça. Et en gros, vers la fin, il se remet, il pense que c'est de sa faute. Il y a une remise en question qui est assez inattendue, je trouvais, parce que c'est vrai que tout au long, tu sentais qu'il esquivait, tu sentais que donc non seulement il esquivait, non seulement en fait il essayait d'envoyer son fils à gauche, à droite, des fois c'est l'armée, des fois c'est l'école, tu vas faire ci, tu vas faire ça, sa grand-mère, machin, pour essayer de le remettre dans des cases de notre société. En fait, c'est pas qu'il le fuit, parce que par rapport à sa mère, on dirait que dans la série en tout cas, je dirais qu'il est clairement plus présent et plus proche, oui. Plus proche, et vraiment heureusement qu'il était là, dans un sens. Mais parce que en fait sa mère l'a simplement abandonné. Au bout d'un moment, elle est partie avec son frère. Elle parlait d'OVNI et tout ça, mais elle est complètement timbrée. Ils existent, donc c'est vraiment donc c'est vraiment le père qui a géré quand même un peu la suite de l'éducation de Dahmer. Oui. Et tout ça pour dire que oui, à la fin. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. En gros, il dit que lui-même avait des pensées assez étranges, etc. Oui. Et que il les a renfouies. Mais il les a transmis malgré lui. Il les aurait pas transmis à son fils. Et il y a des choses comme ça qui te troublent, parce que tu te dis, c'est pas des questions que tu as l'habitude forcément qu'on se pose dans un film et tout. Et parce que je sais pas, je trouvais qu'il y avait un côté très pas authentique, mais vrai et naturel, et le père s'ouvre, on va dire, tout d'un coup, et
Et il dit que, voilà, lui, il pense que ça a peut-être un rapport avec ce qu'il pensait lui. Mais après, voilà, enfin, je veux dire, Mais la scène où ils font- je pense pas que ce soit à cause de ça, mais mine de rien, il avoue que lui-même a eu des pensées, donc il est inquiet. Donc ensuite, en fait, il essaye de se rattraper un peu, et il essaye surtout il a pitié pour son fils, et il pense qu'il est responsable. Donc, oui, c'est très touchant. la scène où il fond en larmes quand le verdict est tombé après le procès, quand il a fait ses adieux, enfin quand il fait ses au revoir, quand il va partir en prison, il y a un côté, moi j'ai presque eu la larme à l'œil, hein. C'est un côté troublant de voir qu'en fait, triste. et c'est vrai que tu te remets en question. Alors là, on parle à tous les pères, tu vois, qui nous écoutent aussi, toutes les pères et mères en tant que parents, tu vois, quand tu vois ton enfant grandir, tu vois, et j'imagine que dans ces scènes-là, tu vois, tu te repasses les briefs de ton enfant plus jeune, tu vois, tu te dis comment il a pu devenir ça, comment j'ai pu passer à côté de tout ça. Bah, il y a la scène magistrale du début où ils annoncent qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Donc dans le premier épisode, au début ils sont en mode bon votre fils est accusé de tentative de meurtre, etc. Ah bon quoi, voilà, ils s'inquiètent. Qu'est-ce qu'il a puis fait les alors policiers lui disent attendez. Alors voilà, en gros tenez-vous bien parce que je sais que ça va être dur et il donne tout en détail, combien il y a de corps, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et t'es là mais comment tu dois réagir? Et tu vois le père impassible comme ça en train de ce qui se passe dans sa tête. Impassible jusqu'à ce qu'il craque et quand les policiers sont plus là et qu'il pleure. C'est assez fou. Il y a un côté vraiment un peu brut, tu sais, comme ça, des émotions et c'est lâché. Oui, c'est lâché comme ça. C'est là où on rejoint du coup la sobriété. Sobriété qui passe aussi dans la réalisation. Bon, ça on y reviendra peut-être un petit peu après pour parler de l'aspect un peu plus réalisation et mise en image du truc, qui là aussi est une démonstration de sobriété, mais qui va... c'est ça se met en retrait du sujet. C'est ça qui est cool, c'est que le sujet est tellement fort qu'il n'y a pas de, par exemple, de mouvement de caméra ou de choses qui soient particulièrement exceptionnelles. La lumière est très belle, très sombre, très glauque, verdâtre. Oui. Un petit côté influence là, Seven, Mindhunter, moi j'ai trouvé. Ouais, son appart, tu vois, les décors, tu vois, dans Joker même. Dans ces tons avec granuleux et verdâtre un peu. Ouais, en même temps, ça c'est les tons un peu c'est les tons du moment qu'on voit un petit peu dans tous les films, hein. Tous les films, toutes les fictions qu'on se bouffe en ce moment. Non, pas sur Netflix. Pas sur Netflix. C'est plutôt Bright and Sunny, tu vois. Pas toujours. Non, mais il y a pas de. Mais là, d'ailleurs, il y a beaucoup de grains pour un truc 4K et tout. Je trouve qu'il y a un côté vraiment, tu sais, il colle au personnage et on se passe. Mais du coup, je trouve que ça match bien, tu vois. Il y a pas justement le truc que je retrouve des fois chez Netflix ou d'autres, mais genre où la mise en scène et l'image ne collent pas du tout avec le fond. Là, oui, je veux dire, on est dans le caniveau, on va voir les parce qu'on a du Ryan Murphy quand même qui, fort son expérience, je pense que voilà, il a amené, et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pris aussi, qu'ils lui ont proposé de faire quelque chose. C'est que voilà, il connaît ce qu'il défend et son style aussi. Donc tu prends Ryan Murphy, puis tu prends quand même le style qui va avec derrière, où tu vois que dans la plupart des productions qu'il a fait. Alors on met un petit peu Glee à part parce que là pour le coup le côté Sunny and Bright de Glee qui est carrément, mais là il a essayé autre chose, mais dans la plupart des trucs comme American Horror Story, American Crime Story, et puis là ce qu'on peut voir dans Dahmer, c'est que visuellement voilà il y a une homogénéité en fait visuelle. Moi je suis pas d'accord. En tout cas, je trouve qu'American Horror Story c'est beaucoup plus même sur la forme c'est divertissant. Alors que là, on est plus proche de oui, divertissant, mais je parlais peut-être plus sur la photo à différents aspects. Quoi, mais okay. Moi, je vois ça beaucoup plus propre, American Horror Story, alors que là, tu vas mettre du grain à l'image, par exemple, qui n'est pas ajouté. Enfin, genre, on sent qu'ils vont chercher un peu le côté authentique, sans trop soigner. Mais finalement, c'est joli, mais je veux dire... ça renforce le caractère de l'époque aussi, je pense. Mine de rien, visuellement, je pense que ça renforce l'immersion dans cette époque-là. Alors aussi, ça fait très années 70. C'est vrai que ça fait un peu comme ça. Mais ça marche, mais on est ça dedans. Marche très bien. Ouais, ça marche très bien. Moi, j'ai trouvé que c'était une grosse qualité. Et puis après, il y a aussi un côté en fait très intéressant qui est un peu la banalité du mal et comment finalement se paumer. Ce gamin, parce qu'au début c'est vraiment un enfant et puis après c'est un ado, mais c'est un gamin paumé quoi, comme finalement plein de monde aurait pu se retrouver à ce moment-là, tu sais, genre où voilà il commence à boire un peu et tout, mais sauf que lui voilà ça va il y a plusieurs choses qui rentrent en compte, mais ce que je voulais dire c'est que il y a la banalité du mal et il y a aussi la banalité de
comment dire, de la mort et de la violence. Par exemple, un truc qui m'a bien plu aussi, c'est... par exemple, il y a... En fait, surtout au début, il y a toutes ces scènes. Donc, par exemple, il va à la pêche. Chose complètement anodine. Voilà, bon, peut-être plus maintenant, je sais pas combien de gens vont à la pêche quand ils sont gamins, mais voilà, c'est hyper courant. Et donc là, il y a une petite question de la manière que c'est filmé, etc. Il y a un petit truc en mode, est-ce que voilà, ce genre de choses peut déclencher un truc. Après, il y a les animaux morts sur la route qui viennent récupérer et puis qui dissèquent. Bon, là, c'est vrai que là, tout le monde ne fait pas ça, mais ça reste des animaux morts sur la route, voilà. Mais en fait, voilà, est-ce que tous ces trucs qui sont un peu morbides, mais qui, sur le moment, paraissent pas, puisque le père, il fait ça pour être sympa. Enfin, tu vois, lui, ça lui paraît pas bizarre, et d'ailleurs, c'est pour lui, c'est des choses totalement normales, naturel. Et du coup, la banalité, tu dis que c'est normal pour lui, en fait. Exactement. Et la frontière, en fait, entre ce que les mœurs se refusent à dire ce qu'il faut faire ou pas, c'est ça. Où est cette frontière, en fait, finalement. Ouais, t'as la dissection des animaux en cours de science. Oui. T'as les engueulades des parents, voilà, mais c'est aussi de la violence. Enfin, t'as tout ce côté, voilà. Mais il y a beaucoup, je trouve, au début, surtout, violence animale qui est un peu représentée en mode. Parce qu'aussi, c'est vrai qu'on sait, et puis je crois, enfin, c'est vrai, il me semble que, voilà, beaucoup que ce soit de tueurs ou de sociopathes commencent à développer un truc contre les animaux au début et maltraitent ou tuent les petits animaux. Ouais, mais parce qu'en fait, ils ont, je pense, dès le début, en tout cas, son père lui a apporté une approche assez froide, cartésienne et mathématique d'un corps vivant, d'un être vivant, en fait. C'est pas comme si... T'as des personnes qui voient un cadavre d'animaux, ils sont tout tristes, tu vois. Ah non, parce que tu vois, c'est une vie qu'on enlève et c'est triste de voir une vie partir, tu vois. T'as ce genre de personnes qui vont réagir comme ça. Et d'autres qui sont amenés à, en fait, qu'est-ce que c'est un cadavre mort? Et voilà, c'est des organes, c'est un corps en putréfaction, c'est des cellules qui se dégradent. C'est une approche très scientifique. Très scientifique du tout. Du coup, en fait, toute sa. Mais bon, il est pas scientifique d'ailleurs. Enfin, c'est un peu marrant ce truc. Non, mais dans son enfance, il a eu cette approche en fait très cartésienne en fait du corps humain en fait pour ce qu'il est, plus que la valeur de la vie entre guillemets. Donc c'est presque de l'expérimentation à chaque fois qu'il faisait quoi. Mais il fait ça même après. Hein. Même après, quand il tue les gens. C'est bizarre de dire ça, mais il le fait presque avec gentillesse. D'ailleurs, c'est ça qui crée le malaise. Il y a un côté découverte sexuelle. Je trouve qu'il y a un côté. C'est comme si, au niveau de son enfance, adolescence, quand on découvre sa sexualité, ça passe par l'expérience. Tu découvres ton corps. Oui, parce qu'on l'a pas dit, il est homosexuel. Alors, il est homosexuel. Il faut déjà être accepté et puis avoué, etc. Mais même lui, j'ai l'impression que ça va au niveau sexuel, ça va au-delà de l'homosexualité. Je pense qu'il y a un besoin à assouvir. Il y a un besoin de recherche en fait d'extase en fait qui passe au-delà des sexes humains, au-delà de l'humain, au-delà de du rapport homme-femme, homme-homme. Enfin, tu vois, il y a du coup lié avec ces cadavres. C'était justement, alors tu vois, c'est marrant parce que j'ai pas compris. Enfin, j'ai plutôt, je trouvais pas que c'était filmé d'une manière genre tension sexuelle. Les meurtres, tu vois. En fait, c'est pas comme c'est plus comme une expérience et c'est plus comme un truc surtout de solitude. En fait, il est seul et comme il est bizarre, la personne et évidemment qu'il est bizarre parce que tu vas dans son appart, ça pue la mort et puis il ferme la porte à clé, etc. Voilà, qui va être normal? Mais dans ce cas-là, du coup, tout le monde veut partir. Enfin, ceux qui l'invitent chez lui sentent qu'il y a un truc bizarre, etc. Donc, en fait, lui, il est sans cesse en mode, mais pourquoi vous partez toujours? Pourquoi vous voulez pas rester avec moi, toi? Et il y a un côté sans pour autant l'excuser, parce que c'est ça qui est. Tu penses à la scène où il a dit à un pote de son école, ouais, j'ai réussi à obtenir une grenouille ou un cochon en plus. Tu viens chez moi, on va le disséquer, tu vois. Et puis l'autre, il l'envoie chier. Il dit, mais ça va, mec, t'es tordu ou quoi? Enfin, non, j'ai pas lu. Il est pas du tout dans le même délire. Il est pas du tout dans le même délire. Mais là où il est incompris. Mais là où je disais sexuel, c'est parce que moi, je la ressens vraiment le besoin sexuel, en fait, de plonger littéralement sa main dans les victimes, en fait. Hein. Oui, à un moment donné, quand il plonge dans les organes, on sent qu'il rentre entre. Enfin. Oui, il y a même une scène qu'on ne voilà, pas, mais non, c'est le famille, mais il se fait plaisir, en rapport avec, en pensant à des corps de poissons ouverts ou un truc comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est fort, hein, mais c'est vrai qu'il y a ce truc de laissons les acteurs
jouer et faire leur job, enfin pas faire leur job d'ailleurs, mais laissons les personnages devant la caméra. Et puis moi je trouve que c'est vraiment ça fait partie des choses que je vois où t'oublies que c'est un film. Oui, c'est ça. Tu suis en fait le documentaire fiction comme si tu y étais, et puis et finalement beaucoup plus fort qu'un documentaire. Et beaucoup plus fort qu'un documentaire. Et cela, je trouve plus pertinent. J'ai pas vu le documentaire qu'ils ont fait après coup là sur Netflix, parce qu'il y a un documentaire aussi sur Jeffrey Dahmer. J'ai pas fini encore. Et je me dis que, mais pourquoi voir le documentaire à moins d'avoir des images d'archives, du coup, des vraies images d'archives, etc. Et puis une approche. Là maintenant, ça a moins d'utilité. C'est clair que parce quand t'as vu ça, la série, tu te dis, franchement, elle explore tous les aspects du personnage. Et puis, alors juste avant de gentiment après conclure, on revient peut-être juste un petit moment sur la performance d'Evan Peters quand même, qui est juste magistrale, outre le fait déjà d'avoir une ressemblance bluffante avec tout ce qu'ils lui ont mis pour ressembler à Jeffrey Dahmer, mais il y a aussi moi j'ai vu comment il s'appelle, Malcolm McDowell aussi, le gars d'Orange Mécanique. Ah putain, oui, c'est juste, ouais. Il y a vachement un air aussi. Il aurait pu le faire aussi. Mais en tout cas, moi je salue vraiment la performance d'Evan Peters, déjà, qui est un habitué de Ryan Murphy, qui l'a déjà fait tourner dans plusieurs saisons, plusieurs épisodes d'American Horror Story, sur divers rôles déjà bien torturés, Enfin, j'ai trouvé qu'Evan Peters, à chaque fois, en tout cas dans l'American Horror Story, il jouait des rôles très compliqués à jouer, et parfois des rôles de barge. Dans la première saison, il pouvait jouer le rôle d'un punk à tatouage gothique, complètement à l'opposé en fait des gens, en marge des gens, donc il a toujours joué des rôles en marge. Et je me disais, putain, Ryan Murphy il est salaud avec lui, parce qu'il lui fait jouer des rôles très difficiles et puis il s'en sort admirablement bien. Et puis là, encore une fois, la sobriété revient même dans le jeu d'Evan Peters, qui arrive à trouver cette subtilité de jeu entre le côté mais impassible de tout ce qui se passe. Tu sens qu'il a un côté très figé, lunaire, lunaire et mou. Et en même temps, tu le vois quelques bribes des fois, où la scène où, quand on parlait du restaurant, où il fond en larmes, où tu sens qu'il a quand même, tu dis, il a quand même des émotions, mais en fait, il est bourré d'émotions intérieures, ce mec. Tu le vois, il arrive très bien à le retranscrire, même des émotions refoulées. Et c'est fascinant. Moi, à chaque plan, il me fascine. Il y a des, c'est vrai. Et puis c'est ça je trouve que c'est ça qu'on reconnaît un grand acteur, c'est qu'il y a beaucoup de micro-nuances, tu sais, de micro. En fait, il y a plein de passages, et un passage aussi où ses potes lui demandent d'imiter un gars de sa classe en se foutant de sa gueule parce qu'il un peu trisomique, un handicapé, un handicapé, et du coup il le fait et ça fait marrer tout le monde, et il le refait 2 minutes après parce qu'en gros il va trop loin, et les autres ils sont là, mais c'est quoi ce délire? Et le côté il est presque marrant à ce moment-là, tu vois, tellement, mais c'est toujours entre la gêne, le malaise, et parfois même marrant, mine de rien. En fait, il a ce côté un peu léger, et c'est ça qui est assez aussi cool, c'est que c'est vrai que je trouve que c'est pas ce qui est sûr, c'est que il est pas montré comme une brute. Non, parce qu'il a non. Mais il a un côté, en fait, je trouve qu'il arriverait très bien à retranscrire un côté un peu Asperger du personnage, parce que, alors bon, je sais pas s'il a eu ce syndrome-là, mais en tout cas, il y a ce côté Asperger, d'être complètement en fait détaché des principes sociaux, des interactions sociales. Tu sens qu'il arrive très bien à retranscrire le mec qui essaye de choper et de s'imprégner des codes de la société. Ouais, le mec qui essaie de s'intégrer par l'imitation, par mimétisme, mais tu sens que, comme tu dis, là, l'exemple où il imite 2 fois, c'est la fois de trop qu'il imitait, c'est le genre de truc il est sans arrêt en fait sur l'incompréhension en fait de l'environnement qui l'entoure, et puis ça, à la fin il se ressent toujours, il est toujours seul, quoi. Ouais. Et d'ailleurs la première fois qu'il tue, ça arrive parce que sa mère est partie et son père était pas à la maison pendant plusieurs semaines, je sais plus ce qu'il faisait, mais donc il se retrouve seul, et donc et puis on le voit qu'il devient progressivement alcoolique. Et en fait, il y a un côté vraiment très, pas du tout, bon, tu vas me dire c'est normal pour un serial killer, mais pas du tout même glamour, loin de là, tu vois, on n'est pas... Non. C'est marrant parce que, en fait, ça m'a un peu fait penser à un moment donné au Silence des agneaux. Ce côté malaisant et silencieux et doux, un peu, tu vois. Mm-hmm. Genre, tu sais, subtil, il n'y a pas des grosses scènes de violence, par exemple. Mais par contre, pas dans le tueur, parce que le tueur, il est au contraire
Là, on a affaire à un gars, voilà, comme je disais, un pauvre type, un paumé en fait, alors que l'autre, il est Hannibal Lecter, c'est un gars hyper cultivé, etc. Cultivé, bien propre sur lui. Enfin, très très aristo éduqué, oui, c'est sûr. C'est ça, bon, ça après, il a un côté beau gosse, je trouve, Evan Peters déjà. L'acteur en ouais, lui-même, mais pas déjà. dans ce film-là. Enfin, Et là, je sais pas. Le gars, il est beau gosse à la base, donc peut-être ça ressort. Mais... Je sais pas si c'était voulu, mais je trouve que ça renforce le côté un petit peu fascination morbide, comme on peut le voir après coup, en fait, plus avant dans la série, vers la fin de la série, justement, sur l'après, ou comment ce personnage a créé tout un groupe de fans, de groupies autour de lui, et puis... avec ce qui est lié effectivement avec l'émergence de la fascination pour les serial killers, cette fascination morbide pour les serial killers. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est pas c'est pas Ed Kemper, c'est pas non, c'est pas le tueur du taxi, le fils de Sam, au niveau physique, ou le clown, John William Gacy, oui, là pour le coup, l'acteur qui le fait, tu sens que il a cette tête de sale porc. Enfin, je suis désolé, mais il arrive très bien à le faire. De gros dégueulasse. Et je trouve que Jeffrey Dahmer, et c'est là que c'est encore fascinant, il a pas ce côté repoussant, je trouve. Ses actes sont repoussants, c'est clair, sa façon d'être. Je pense que c'est beaucoup pour le succès aussi du film, enfin de la série. C'est qu'il y a un côté, alors est-ce que c'est bien ou pas de tout d'un coup de se prendre d'affection un peu pour un... Enfin, c'est pas qu'on se prend d'affection parce que... Mais oui, il y a quand même un côté très humain et qui ressort et affectif du personnage. T'as le côté compatissant où tu te dis, mais en fait, ce mec, on aurait pu l'aider. Tu vois, ces genres de personnes, oui et non, on aurait pu l'aider, en tout cas on aurait pu en faire plus, essayer de plus le comprendre, et puis c'est là. Mais moi je dis que le côté beau gosse est intéressant parce que je pense que le personnage, c'est ce qu'il a dû l'aider aussi à séduire quand même, parce qu'il allait beaucoup traîner dans les boîtes pour séduire, pour amener ses victimes. Donc je pense que le fait qu'il a un côté un peu beau gosse quand même, ça aide justement à attirer ses victimes. Sinon, à mon avis, ça aurait pas été aussi simple que ça. Wow. Oui, parce que les choses en plus qu'on n'a pas dit aussi, c'est que ça dépeint aussi du coup le milieu des bars gays et toutes ces choses dans les années 80 qui étaient pas vraiment si c'est pas vraiment montré ou c'était encore pointé du doigt, les gays étaient encore quand même pointés du doigt, le sida qui leur est lié et tout ça, il y a toute cette époque justement avec le ça début c'est bien du sida. retranscrit, je trouve. C'est bien retranscrit. Ce côté, c'est pas genre je trouve il y a un côté, c'est pas du tout angélique, comment dire, j'ai l'impression qu'il y a déjà le côté un peu, on va dire entre guillemets, un peu le terreau qui est possible. En fait, si vous voulez, c'est comme si ça pouvait être évité, comme tu dis, parce que si ça s'était passé dans un autre environnement, ça se serait vu. Voilà, c'est ça. Oui, et en fait, comme ça se passe dans un environnement que ce soit la police qui ferme les yeux, qui veulent pas trop voir ce qui se passe. La société ferme les yeux sur ce qui se passe. Il y a des scènes quand même très... des petits mots, c'est ça que c'est cool, c'est qu'il y a des petites choses subtiles, mais des petits mots de la police, par exemple... quand il veut pas rentrer chez le Jeffrey Dahmer, il dit mais vous avez des choses là de vous, des personnes comme vous. Puis l'autre il des homosexuels, vous dites ouais. C'est genre le policier voulait pas rentrer parce qu'il avait peur de trouver des objets qu'il appelle des objets d'homosexuels. Oui, il y a ce problème. Et voilà, donc ça le dégoûte, tu vois. En fait, après il dit qu'il doit prendre une douche. Oui, mais c'est là que tu vois que c'est encore un exemple de tous les maux de société qu'il peut y avoir et des échecs. On revient aux côtés des échecs à tous les niveaux. Toutes les institutions, il y a un échec. Il y a un échec des institutions pénitentiaires et psychiatriques. Quand le père lui demande est-ce que ça va, est-ce que t'as vu quelqu'un pour parler, et puis Jeffrey lui dit non, ils nous ont juste laissé regarder la télé et puis marcher. Ouais. Donc là tu dis ok, donc il y a un échec à ce niveau-là, donc il y a aucun suivi, tout le monde s'en fout. Il y a Jesse Jackson, tu vois, qui était un des grands militants de la cause noire en fait à cette époque-là, qui prend l'affaire à bras le corps mais pour défendre sa propre cause. Donc tu vois, oui, c'est forcément un problème racial, donc c'est forcément une lutte raciale et puis il faut se battre. Et toi t'es en train de te dire alors non, mais vous êtes à côté, c'est toi même à ce niveau-là, c'est à côté du vrai problème en fait, c'est plus profond que ça quoi, et chacun prend en plus le problème à sa sauce. Et ça tu vois, là aussi la deuxième partie, comme tu le dis avec le militant pro-noir, tout d'un coup
ça devient un peu plus politique. Ça me rappelle American Crime Story sur O.J. Simpson. Mais tu te dis, mais attends, mais c'est magnifique de pouvoir d'arriver à commencer par un truc hyper. Par exemple, tout le premier épisode est dans un appartement très intérieur, très intimiste, oui. Et 6 épisodes plus tard, on est sur la politique. Pour la cause des Noirs, etc. dans les années 80. Mais c'est le côté choquant en fait de cet événement en fait qui a choqué l'ensemble de la société. Donc il faut forcément trouver les coupables quelque part, ou il faut forcément, moi je trouve que le fait que chacun se réapproprie en fait le problème d'une autre manière, c'est une façon de fermer les yeux en fait sur les vrais problèmes qui ont amené ce personnage Jeffrey Dahmer à être ce qu'il est, quoi. Et c'est ça qui est assez bien foutu dans la série, quoi. Il y a vraiment ce côté, le renoncement en fait d'aller voir et d'essayer de comprendre un petit peu ce qu'on voyait juste pour finir dans la scène au début de la série Mindhunter, où tu vois où l'autre il essayait de faire comprendre aux flics non mais vous savez que les serial killers il faut peut-être essayer de comprendre en fait où ils en sont arrivés là, est-ce qu'on est peut-être pas responsable de ce qu'ils sont devenus, plutôt que de les crier comme des fils de Satan tout de suite qui ont le diable, tu vois. Donc il y a ce même problème de essayer de se dire qu'on a une part de responsabilité en fait dans l'émergence de ces monstres, quoi. Totalement. Et puis dernière chose, on n'a pas parlé de la voisine parce qu'elle joue un rôle important dans la série, puisqu'en fait il vit dans un immeuble de drogués, etc. Et puis il y a une voisine qui est pas droguée pour le coup, mais qui est Monsieur et Madame tout le monde fait, qui est juste témoin, qui entend des bruits, des odeurs. Elle a la bouche d'aération qui donne sur l'appartement à Jeffrey Dahmer, et du coup elle a tout. Au début elle se pose des questions, et plus elle se pose des questions, elle tire la sonnette d'alarme, quoi. Elle essaie de dire. Elle appelle la police. Il se passe quelque chose, les gars, faut venir voir ce qui se passe. Elle insiste, etc. Et en fait, à un moment donné, elle sait que c'est vraiment pas normal, mais en fait, comme la police l'écoute pas, finalement, voilà. Et j'aime beaucoup ce petit. D'ailleurs, ça commence. J'aime beaucoup ce petit pas de côté, puisque la série commence dans l'appartement de la voisine. Et c'est assez intéressant de se dire, ok, tu vois, t'as comme une. Ça commence avec la voisine, tu vois. Oui, c'est ça. Donc il y a ce côté-là, j'aime bien, qui reflète la série, qui est oui, ça parle de Jeffrey Dahmer, mais ça parle aussi de sa voisine. Oui, et quand on parle de la voisine, ça parle en fait de nous. Qu'est-ce qu'on fait quand on est témoin de ça, quand on a vécu la chose, ça nous met vraiment dans la place en fait de l'événement. Ouais. Et non, c'est fort. Et puis dans le côté incompréhension totale, non compris, non écouté, qui est encore un des piliers d'échec en fait. Ça qui fait tout le reste. Après, en fait, franchement, t'as toutes les, si tu veux, il y a tous les trucs sont cochés pour que ils puissent continuer en fait. Malheureusement. Erreur policière, le fait qu'il contrôle pas suffisamment. À un moment donné, franchement, il est à 2 doigts de se faire choper. 2 fois au moins, il est à 2 doigts de se faire choper. Et ils vont pas plus loin, alors que franchement, il y a des énormes soupçons. Donc juste tout ça parce qu'il est gay et que l'autre et que sa voisine elle est noire. Donc il y a tout ça, et c'est vrai que c'est toutes ces petites choses en fait. Tu vois une série, en même temps t'as l'impression de voir un peu une partie du monde pendant 20 ans. Et oui, on décortique un petit peu ce qu'a été ce qu'est la société, ce qu'a été les fondements. C'est ça, en fait il y a un propos. Et c'est pas qu'il y a un message, tu vois, il n'y a pas de message, je trouve, mais il y a un propos, il y a une vision du monde. Et ça fait soulever toutes les interrogations sur nous, mais on pourrait en parler des heures de Dahmer, parce qu'il y a suffisamment de contenu, mais c'est ça qui est bien dans cette série, c'est qu'en fait elle soulève tellement de questions, donc on pourrait en parler des heures, surtout que tout le battage médiatique qui a été fait, tout le pognon qui a été fait autour de ça, tu vois, ça part vraiment dans des délires. Surtout à la fin, donc moi je dis regardez ça, et puis si vous aimez ça, regardez Mindhunter, qui est un chef-d'œuvre absolu. Oui. Et puis sinon de Mindhunter, c'est David Fincher, mais sinon de Ryan Murphy, American Crime Story, sur People vs O.J. Simpson, qui rappelle beaucoup sur la forme de comment tout le monde s'empare du problème à tous les niveaux, et ça c'est la sobriété aussi, et ce retrait de la mise en scène derrière le scénario, et en fait on regarde juste ce qui se passe, et il n'y a pas besoin d'artifice supplémentaire. Exactement. Bon, je pense qu'on a quand même bien fait un petit peu le tour de la série. En tout cas, je pense que vous avez compris qu'on a bien kiffé la série. On a fait un peu plus long, mais c'est une série. Ouais, mais il y avait de quoi dire quand même. Puis en tout cas, vous l'avez compris, on vous recommande vivement de regarder cette série. En plus, ça tombe bien, c'est Halloween en ce moment.
C'est l'automne, si vous voulez regarder des films d'horreur, de serial killer. Mais non, mais faut aller voir Halloween End. Allez voir. Est-ce qu'on va faire une grange sur Halloween End? Jamais. Jamais. Peut-être si on fait un spécial Halloween, du coup, il faudra peut-être voir celui-là. Mais en tout cas, voilà, si vous aimez les séries serial killer, traitées de manière assez sobre et très intimiste et très très vraie, ben voilà, regardez Dahmer, c'est sur Netflix. Et puis ben voilà, on arrive à la fin de cet épisode de La Grange. J'espère que vous avez passé un bon moment à l'écouter. Ça nous a fait plaisir de enfin pouvoir parler de Dahmer, parce que ça faisait un petit moment qu'on avait regardé la série, puis on s'est dit qu'il faut qu'on en parle, et je crois que ça nous a fait du bien, même si on pouvait effectivement en parler des heures. Ouais, à fond. À fond, bah oui, on est encore sous le choc de la série, quoi. Mais donc, à part ça, assez curieux de savoir ce que va donner la série plus tard, en termes de répercussions, surtout, est-ce qu'elle va rester culte ou pas. Alors oui, t'as raison de demander, parce que c'est vrai qu'il y a des trucs Netflix des fois qui font un monstre buzz pendant un petit moment, et en fait parler, et puis on oublie, comme beaucoup de pour le coup, je mettrais pas du tout dans cette catégorie. Et en plus, à mon avis, vu le succès du truc, surprise, je pense que même. Franchement, il y en a d'autres de serial killers. Donc, est-ce que Ryan Murphy va pas s'attaquer à Ed Gein, à John William Gacy, à tant d'autres Donc, il y en a beaucoup. Donc, voilà, est-ce que ça donnerait pas les idées pour une deuxième saison, en tout cas, ouais. En tout cas, je serais curieux, hein. Franchement, moi, raconter comme ça, moi je prends aussi. Il y a un côté... Oui, c'est fascinant, les serial killers. Oui, on a une fascination morbide. Tout le monde a une fascination morbide pour les serial killers, faut arrêter, quoi. L'épisode de La Grange touche maintenant à sa fin, les amis. Si vous voulez donc retrouver les autres épisodes de La Grange, parce qu'on a fait encore d'autres épisodes précédemment qui sont aussi écoutables en podcast. Donc c'est La Grange Ciné en podcast, comme je vous l'ai dit, sur tous les sites de podcast. Vous pouvez aussi retrouver les épisodes qui ont été aussi filmés sur YouTube. Donc toujours pareil, La Grange Ciné, la chaîne sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sur YouTube, de mettre des pouces, de commenter, de relayer un maximum de votre entourage en fait les épisodes. On en a besoin pour se faire de plus en plus connaître, et puis de partager notre passion. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner aussi et à suivre la page Facebook de La Grange, qui n'a absolument aucune actualité en ce moment. On publie rien. Faut vraiment qu'on se mette c'est pas vraiment notre truc, les réseaux sociaux. Faut vraiment qu'on s'y mette, par les podcasts et puis par YouTube. Mais déjà par les podcasts, voilà, en bagnole, à la maison, aux toilettes, en faisant le ménage. Donc voilà, donc c'est La Grange de ciné. Donc on vous dit rendez-vous pour la prochaine fois pour un prochain épisode, peut-être un épisode spécial. Du coup, on prépare un spécial Halloween. On aimerait bien, justement, pour marquer le coup, essayer de faire un truc un peu spécial, film d'horreur, film fantastique ou film serial killer. En tout cas, que ça touche sur les films d'horreur qui ont fait peur, qui nous ont marqués. Et là, peut-être qu'on aura aussi des petits invités pour venir nous aider à préparer cette émission spéciale. Ouais, franchement, ce serait cool. Ce serait cool, hein. Bah merci Manu. Merci à toi. Merci à tous, et à la prochaine sur La Grange. Salut à tous. Ciao.